La naissance de la photographie. Fermez les yeux, que reste-t-il de ce que vous venez de voir? Pas grand-chose, un vague souvenir, mais c'est tout. Alors que si vous aviez pris une photo, les moindres détails auraient été enregistrés en une fraction de seconde. Je vais vous raconter l'histoire d'une invention qui, grâce à la ténacité d'un homme, a changé le monde et notre vision. Bienvenue sur ma chaîne, je vais vous raconter une histoire, une tranche de vie d'un personnage hors du commun. La naissance d'une technique. La photographie est l'un des couronnements de la révolution industrielle. L'homme a appris à exploiter le feu, le vent, la vapeur, le gaz, l'électricité, mais pas encore à garder un souvenir de ce qu'il voit. C'est dans les années 1820-1830 que sont réalisées les premières expériences dans ce domaine. En France, comme en Angleterre, plusieurs hommes cherchent à reproduire ce qu'ils voient autrement que par la peinture ou la gravure. Une autre façon de reproduire leur travail. Inventeur de génie, Joseph Niepce, dit Nicéphore Niepce, est né le 7 mars 1765 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, sous le règne de Louis XV. Son père, Claude Niepce, conseiller du roi, est avocat à la cour et receveur des consignations à Chalon-sur-Saône, et aussi intendant du duc de Rohan-Chabot. Sa mère, née Claude Barrault, est la fille d'Antoine Barrault, avocat et conseiller du roi. C'est l'une des plus anciennes familles de Châlons. La famille Niepce possède des propriétés dispersées tout autour de la ville, procurant à Joseph des revenus élevés. Il adopte le surnom de Nicéphore lors de la période révolutionnaire. De 1780 à 1788, il poursuit des études au collège oratorien de Chalon-sur-Saône, qui lui font entrevoir une carrière ecclésiastique. Mais il semble pas très motivé par cette carrière ecclésiastique et s'engage dans l'armée révolutionnaire en 1792. Il est réformé de l'armée car sa vue est trop basse. Puis il s'installe à Nice et se marie le 4 août 1794. En 1801, Nicéphore est de retour à Chalon-sur-Saône, sa ville natale, et il retrouve sa mère, sa sœur Claudine Antoinette et ses deux frères Claude et l'aîné Bernard. Les années suivantes sont consacrées, avec son frère Claude, à la mise en valeur des propriétés et de ses inventions. L'une de celles-ci, le pyrélophore, défraya la chronique dans le journal de l'Empire. Ce fut le premier moteur à explosion breveté en 1807, bien que jamais commercialisé. Nicéphore soumet aussi un projet pour la rénovation de la machine de Marly, machine hydraulique, et mène des expériences sur la culture du pastel, dont le développement est favorisé par le blocus continental. Tous ces travaux, l'état de guerre permanent, propre au Premier Empire. Le prix de toute chose devenant prohibitif, amenant des difficultés financières, et Niepce contracte le premier d'une longue série de prêts. L'année 1816 est celle des premières recherches héliographiques menées conjointement avec celle du pyrélophore. À la fin de 1817, son frère Claude part pour l'Angleterre pour tenter de vendre leur moteur et continuer ses propres travaux sur le mouvement perpétuel. La correspondance des deux frères durant les 11 années suivantes sera un véritable almanach de l'avancement des recherches sur les premiers succès de la photographie. En 1824, enfin, Nicéphore Niepce peut écrire à son frère « La réussite est complète ». Hélas, la situation de la famille est catastrophique. Les dettes s'élèvent à 1 800 000 francs de l'époque, et l'on songe sérieusement à vendre les propriétés pour rembourser les créanciers devenus impatients. C'est Henri Gaucher de Champmartin qui ira jusqu'à vendre son château d'Antin pour aider Niepce à financer ses inventions. D'après la lettre à son frère Claude, datée du 5 mai 1816, il semble que ce soit à cette date que Nicéphore Niepce obtient les premiers résultats significatifs, avec une vue de sa fenêtre. Cependant, Niepce ne parvient pas à fixer l'image après son développement. Le papier continue de noircir. Nicéphore Niepce va l'emporter sur les esprits scientifiques les plus brillants de son temps. De son propre aveu, peu doué pour la gravure, Niepce cherche à suppléer son inhabilité par une méthode mécanique. Il obtient de bons résultats en enduisant une plaque de métal de bitume de Judée, un vernis employé par les lithographes. L'exposition à la lumière durcit le bitume et les parties non exposées restent molles, ce qui permet de les dissoudre avec de l'essence de lavande et de pétrole. Le bitume représente les parties claires et le métal les parties sombres, ce qui crée directement une image positive. Niepce nomme le procédé héliographie, du grec hélios, soleil. En 1822, il parvient à fixer une reproduction d'une gravure du pape Pie VII. Niepce se rend par la suite en Angleterre. Il partagera ses découvertes avec Francis Boer, qui est botaniste, qui tout de suite saisira l'utilité du procédé.
Niepce présentera son invention à la Royal Society, qui refusera le cliché, car jugeant celui-ci en reproduction trop floue. La première photographie obtenue fut celle du point de vue du Gras, en 1826. Exposée pendant environ 8 heures, l'image de Niepce ne correspondait à aucun point de vue de sa maison, jusqu'à ce qu'on découvre une fenêtre qui avait été obstruée lors de travaux de rénovation, ce qui a laissé planer un doute quant à l'authenticité de celle-ci. Cette première photographie est aujourd'hui conservée au Texas, à Austin. Parallèlement, l'inventeur lie ses premières relations avec le graveur Augustin François Lemaître de Paris. Il fait appel à lui pour le conseiller et effectuer des tirages sur du papier à partir de ses plaques gravées. Augustin Lemaître l'aidera dans la réalisation d'images gravées sur du cuivre en traitant par la méthode des eaux fortes et obtient des images avec le bitume. Niepce lie également des relations avec l'ingénieur opticien Vincent Chevalier. C'est grâce à ce dernier que Louis Daguerre entrera en contact avec Niepce, en lui écrivant une première lettre en 1826. Les contacts entre les deux hommes sont peu fréquents. Niepce est assez méfiant vis-à-vis de Daguerre, qui est plutôt pressant. Niepce partage avec parcimonie ses échantillons et ses réussites, tandis que Daguerre ne lui envoie que des promesses. En 1827, c'est une année décisive. Bien que miné par des difficultés de tout ordre, Niepce prend conscience du degré d'achèvement de son invention et cherche des contacts pour la faire reconnaître et la perfectionner. Claude, son frère, tombe gravement malade et il faut partir pour l'Angleterre, où la situation est là aussi calamiteuse. Épuisé par ses recherches, n'ayant pas réussi à négocier le péril au fort, Claude sombre dans la démence et meurt peu après. Lors de leur passage à Paris, Niepce et sa femme nouent des relations avec des scientifiques, mais sans suite. Même résultat qu'en Angleterre, malgré de flatteuses rencontres avec des membres de la Royal Academy. Au début de 1828, retour à Chalon-sur-Saône. Daguerre se montre de plus en plus désireux de connaître de nouveaux résultats. Le premier projet de l'association entre Niepce et Daguerre voit le jour en octobre. Le but de l'association est de commercialiser les fruits de cette nouvelle découverte à parts égales. Niepce apporte son invention, Daguerre ses relations et son industrie. Au cours des années suivantes, la collaboration devient de plus en plus étroite. Une correspondance s'établit entre Chalon-sur-Saône et Paris. Ils utilisent même, pour préserver le secret, un code chiffré désignant les éléments utilisés. Ce code compte jusqu'à 101 références. Dans les lettres échangées, montre que Daguerre est surtout préoccupé de la gestion de son diorama et que les recherches sont essentiellement le fait de Niepce, bien que Daguerre parle de nos recherches. En 1832, enfin, Daguerre réalise pour Niepce un bilan de ses propres travaux, d'où il ressort que l'un et l'autre obtiennent les mêmes résultats différemment. Il est toutefois à noter que ce n'est pas sans importance que jamais Daguerre n'a pu montrer à Niepce le moindre résultat de ses essais. Mais les choses avancent en ce début de 1833. Malheureusement, le 5 juillet 1833, à 19h, Nicéphore meurt dans sa maison de Saint-Loup de Varennes d'une attaque cérébrale. Daguerre va continuer seul les recherches et il va inventer un processus qui nécessite pour la première fois un développement. Il s'agit du daguerréotype, à savoir une plaque d'argent qu'il expose dans une chambre noire et qu'il soumet ensuite à des vapeurs de mercure, ce qui provoque l'apparition de l'image formée pendant le temps de pause. Petite parenthèse, certains disent que Daguerre a trouvé ce procédé par inadvertance. Simplement, il avait laissé une plaque qui n'arrivait pas à fixer, développer, et donc la pose sur un meuble. La nuit, les vapeurs de mercure s'échappant de la cuve à côté vont développer une partie de l'image qui lui fera découvrir le procédé et après le répéter de façon pérenne. Ce développement amplifie l'effet de la lumière, ce qui permet de diminuer le temps de pause à 30 minutes. C'est énorme, surtout si on compare aux 8 heures précédentes. Donc on fait un pas de géant. Donc c'est vrai que 30 minutes, ça nous paraît aujourd'hui un peu long, avec nos microsecondes, mais pour l'époque, c'est une révolution. Et surtout, ensuite, l'image est fixée par un bain d'eau saturée au sel de mer. Il montre son invention au scientifique François Arago, qui est aussi député. Ce dernier soutient l'invention qu'il présente le 7 janvier 1839 à l'Académie des sciences de Paris. Le 3 juillet 1839, François Arago présente à la Chambre des députés son rapport sur le daguerréotype. Cette communication livre à l'univers tout entier le secret du procédé de Louis Daguerre. Cependant, Arago oublie de préciser que l'invention dont il est question est née depuis déjà 15 ans du génie d'un autre homme, Nicéphore Niepce.
En 1841 commence une polémique sur la paternité de l'invention. Fils de Niepce, Isidore Niepce publie un livre intitulé « Histoire de la découverte » improprement nommé Daguerre. Il faudra quelques années pour que la paternité de l'invention confisquée un temps par Daguerre soit définitivement rendue à Niepce. Par la suite, l'État français achètera l'invention contre une rente viagère annuelle de 6 000 francs à Daguerre et de 4 000 francs à Isidore Niepce. L'État français fait ensuite une chose extraordinaire, car il fait don au monde de l'invention. Donc ce don, c'est ce don que l'on profite aujourd'hui, que grâce à ça, ça vous permet de votre smartphone, de votre appareil photo, toutes les images qui circulent n'ont pas de droit de reproduction, ce qui permet aujourd'hui de voir toutes les photos qui sont publiées, imprimées, qui en fait n'ont pas de droit de propriété. Le seul droit que vous avez, c'est le droit sur l'œuvre elle-même. Donc voilà, j'espère que ce début d'histoire vous a plu. Nous continuerons la prochaine fois avec un autre auteur. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner. Et merci, et à très bientôt. Ciao, bonsoir.